C'était la toute première Karen. En 1912, il y avait une femme appelée Karen Stacy. Elle était toujours connue pour être impolie et insupportable, ayant déjà vécu 12 mariages ratés et survivant grâce à la pension alimentaire de ses ex. N'ayant jamais eu à travailler un vrai emploi, elle décida de poursuivre son rêve de devenir mannequin et actrice à New York. Laissant ses enfants et son passé derrière elle, elle acheta un billet de première classe à bord du Titanic. Un soir, elle dîna dans le restaurant le plus chic du navire. Elle commanda une soupe et une salade, précisant au serveur qu'elle était au régime. 45 secondes après avoir passé sa commande, Karen se mit à hurler sur le serveur de l'autre côté du restaurant, exigeant de savoir pourquoi cela prenait autant de temps. Lorsque le serveur essaya d'expliquer, Karen ne le laissa même pas parler et demanda à parler au responsable. Le directeur finit par lui dire que le repas serait offert, ce qui permit à Karen de manger gratuitement. Quand son plat arriva, elle cria « Où sont mes croûtons ?» puis prit une gorgée de sa soupe et la recracha sur le serveur car elle la trouvait trop chaude. Elle devint alors hystérique et, par accident, tomba par-dessus bord. Tout le monde dans le restaurant applaudit et le capitaine ordonna à l'équipage de ne pas tenter de recherche ni de sauvetage. C'était l'homme le plus dangereux qui ait jamais vécu. À la fin des années 1940, un avion transportant plus de 100 prisonniers s'écrasa sur une île isolée. Malheureusement, seulement environ 30 d'entre eux survécurent, dont un homme nommé Grant Eft Otto. À l'époque, il était en détention pour avoir volé et vendu des voitures à profit élevé. Pendant les premiers jours, les prisonniers survivants allaient de bien, jusqu'à ce que plusieurs semaines passent sans secours. Finalement, la nourriture d'urgence provenant de l'épave s'épuisait, plongeant la plupart des prisonniers dans la panique. Mais, au cours des jours suivants, les gens commencèrent à disparaître un par un chaque nuit, Grant étant l'un d'eux. Beaucoup commencèrent à croire que le centre de l'île était hanté et que c'était là que tout le monde disparaissait. À la fin de leur premier mois sur l'île, il ne restait que quelques prisonniers survivants qui décidèrent d'explorer le centre de l'île. Après un court moment, ils tombèrent sur une petite cabane au loin. En s'approchant, ils furent instantanément malades de ce qu'ils virent. Avant même qu'ils ne puissent réagir, un homme sortit en trombe de la cabane et commença à les poursuivre. En revenant à la plage, ils réalisèrent qu'un d'entre eux n'était pas revenu. Après en avoir discuté un peu, ils comprirent que l'homme étrange dans la cabane était un autre prisonnier. Le lendemain matin, ils construisirent un radeau de fortune et s'échappèrent de l'île, pour finalement être récupérés par un navire de la marine quelques jours plus tard. Étrangement, l'île et le site du crash n'ont jamais été retrouvés. Cet homme a construit une machine à voyager dans le temps, et elle a réellement fonctionné. À la fin des années 1800, à Toontown, dans le Delaware, un inventeur du nom de Kirk Lazarus commença à construire un appareil secret dans le sous-sol de sa maison. Pendant des années, il étudia la physique à l'université et se passionna pour le voyage dans le temps, convaincu que cela était possible. En 1873, il acheva son projet et décida de le tester sur son ami, appelé Justin Time à l'époque. Justin voulait simplement aider son ami et ne se doutait pas de ce qui allait arriver. Lorsque Kirk activa la machine, la pièce entière s'illumina. Quand il reprit ses esprits, Justin avait disparu. Les années passèrent et Kirk garda l'incident secret. Jusqu'en 1885, lorsqu'il lut un article de journal parlant d'une équipe de chercheurs ayant découvert en Antarctique les restes congelés d'un homme. Ce qui surprit les chercheurs, c'est que le corps était daté au carbone à plus de 10 000 ans, mais que l'homme portait des vêtements du 19e siècle. Kirk comprit immédiatement, c'était Justine. Il décida alors de révéler au public que sa machine à voyager dans le temps avait fonctionné. Malheureusement pour lui, les autorités firent une descente chez lui. Mais avant qu'il ne puisse l'arrêter, il utilisa la machine sur lui-même et disparut. Kirk ne fut jamais revu. Mais beaucoup croient qu'il est remonté 5000 ans dans le passé, jusqu'à l'époque des pyramides, car plusieurs hiéroglyphes retrouvés ressemblent étrangement à son apparence. Pourquoi personne ne parle de ce président Abraham Lincoln, connu pour sa grande taille et son remarquable leadership? Pourtant, peu savaient que la taille de Lincoln n'était pas ce qu'elle semblait. En réalité, il ne mesurait pas 1,93 m, mais plutôt 1,52 m. Pour compenser son manque de hauteur, Lincoln gardait un secret bien caché. Il utilisait des échasses pour paraître plus grand et plus puissant. Il croyait que sa présence physique lui permettrait d'imposer le respect et l'autorité. Pendant des années, il réussit à tromper tout le monde autour de lui, y compris ses collègues politiciens et le grand public.
Ce n'est qu'au début de 1963 qu'un autre dirigeant extraordinaire, le président John F. Kennedy, découvrit par hasard une salle secrète à l'intérieur de la Maison-Blanche. À l'intérieur, il trouva une collection de photographies révélant le secret. Il fut, vous savez, assassiné. Ainsi, la vérité sur la véritable taille de Lincoln resta enfouie dans l'ombre de l'histoire, oubliée par le temps et dissimulée au regard du monde. Cet homme est le véritable Humpty Dumpty, mais son histoire est bien plus sombre que la comptine naïve que chantaient les enfants. Au fin fond de la ville isolée de Puddlebrook, dans le Kentucky, vivait un homme nommé Gilbert Eggman. Il était poursuivi par la malchance comme par une ombre depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte. Les habitants le regardaient souvent avec un mélange de pitié et de méfiance, comme s'il portait en lui un funeste présage. Un jour, Gilbert décida de changer son destin et entra dans une équipe de construction travaillant sur un immense mur de briques. Pourtant, dès son premier jour, la fatalité l'attendait. 3 collègues, aveuglés par la jalousie et la malveillance, renversèrent l'échelle, abandonnant Gilbert coincé là-haut. Ses appels au secours résonnèrent sur tout le chantier, mais personne ne répondit. Finalement, pour le sauver, ils firent devenir une grue. Mais la main invisible du destin tenait fermement les commandes. La grue se balança violemment, heurta Gilbert et le projeta dans le vide. Sa mort fut à la fois soudaine et terrifiante, au point de glacer d'effroi toute la ville. Dès lors, les habitants murmurèrent au sujet de la malédiction d'Eggman. En l'espace de quelques mois, chacun des 3 traîtres mourut à son tour, dans des circonstances mystérieuses, comme si une force invisible réclamait silencieusement justice. Mais la malédiction de Gilbert ne s'arrêta pas à la mort. Elle se propagea à travers les récits contés chaque nuit, portés par le sifflement du vent autour du mur de briques en ruine, et devint une légende urbaine imprégnée de mystère à Puddlebrook, un endroit où personne n'osait plus prononcer son nom une fois la nuit tombée. Ces 2 hommes ont tenté de construire l'escalier vers le paradis, et d'une certaine manière, cela a fonctionné. En 1915, les frères Earl et Brock Lee s'installèrent à Jazz City, dans l'Utah, pour travailler. Finalement, ils trouvèrent tous 2 un emploi dans la construction. Mais, après seulement quelques mois, Brock fut frappé à la tête par un débris sur le chantier et dut s'arrêter. Après cet accident, Brock ne fut plus jamais tout à fait le même. C'est alors qu'il eut l'idée de construire un escalier vers le paradis. Après un peu de persuasion, Earl décida de l'aider. Les 2 frères emménagèrent dans une petite maison au flanc d'une montagne et commencèrent la construction. Après quelques années, ils réussirent à bâtir l'escalier jusqu'au niveau des nuages. Mais en 1917, un homme nommé Ray Zenz pilotait son avion personnel et, incapable de le voir à cause du brouillard, s'écrasa accidentellement contre l'escalier. Tragiquement, l'escalier s'effondra avec les 2 frères au sommet. Évidemment, les frères et Ray ne survécurent pas à l'accident. Mais, d'une certaine façon, ils atteignirent bien leur objectif. Ceci est la véritable histoire du Ash Slinging Slasher. Roger et Kenny étaient les 2 seuls employés à travailler au service de nuit chez Burger King, dans la petite ville de Whispering Pines, dans l'État de Washington, en 2003. Caissier, Roger aimait faire des farces à son collègue Kenny, facilement effrayé. Une nuit, alors qu'ils étaient seuls dans le restaurant, Roger décida de raconter à Kenny une histoire effrayante sur le légendaire Ash Slinging Slasher. Selon la légende, le Ash Slinging Slasher était le fantôme d'un ancien employé, mort tragiquement lorsqu'il fut percuté et tué par un bus 10 ans plus tôt. Roger expliqua les 3 signes qui indiquaient la présence du fantôme. Des lumières vacillantes, un téléphone qui sonne sans personne au bout du fil et l'apparition d'un bus le déposant près du restaurant. Terrifié par cette histoire, Kenny crut chaque mot et devint de plus en plus anxieux au fil de la nuit. Quelques heures plus tard, les lumières commencèrent à clignoter. Roger pensa que Kenny lui faisait une farce, mais en vérifiant, il trouva Kenny en train de passer la serpillière au milieu du restaurant. Alors qu'il tentait de se calmer, le téléphone sonna. Quand Roger décrocha, il n'y avait qu'un silence inquiétant à l'autre bout. À leur grande surprise, un bus s'arrêta dehors, alors que les transports publics ne circulaient pas à cette heure de la nuit. En regardant par les portes vitrées, ils virent la silhouette sombre d'un homme s'approchant. La peur saisit Roger et Kenny, qui se blottirent derrière la caisse, attendant l'inévitable rencontre avec le fantôme du Ash Slinging Slasher.
Lorsque l'homme atteignit l'entrée, à leur soulagement, ils réalisèrent qu'il ne s'agissait que d'un simple gars cherchant du travail. Il expliqua qu'il avait appelé plus tôt, mais qu'il était trop nerveux et avait raccroché. Les deux employés poussèrent un soupir de soulagement collectif et lui dirent qu'ils n'embauchaient pas pour le moment. L'homme répondit calmement. « Dans ce cas, donnez-moi tout l'argent de la caisse. » La tragédie du plus grand surfeur de tous les temps. À la fin des années 1980, Austin Reefer était un surfeur bien connu et très talentueux, vivant dans le sud de la Californie. Il avait acquis un statut légendaire dans la région locale, connu sous le nom de Lazy Lagoon. Austin était un individu décontracté et charismatique, aimé de tous ceux qui le connaissaient. Il parlait toujours d'une vague qu'il appelait « la Grande ». Il croyait que cette vague, le défi ultime, approchait bientôt. Son excitation grandissait et il disait souvent « La Grande est proche, mais n'ayez pas peur, la peur, c'est la peur elle-même ». Le jour fatidique, une tempête commença à se lever sur la plage de Lazy Lagoon. Les sauveteurs évacuèrent rapidement tout le monde vers un lieu sûr. Mais Austin resta déterminé à rester, affirmant qu'il avait attendu ce moment toute sa vie. Alors que le sauveteur se retournait pour partir, il aperçut Austin dans un profond état de méditation. Soudain, sans prévenir, Austin s'élança vers l'océan rugissant avec sa planche de surf. Ce qui se passa ensuite laissa les spectateurs sous le choc, renforçant encore davantage sa légende. L'histoire tragique du véritable Popeye. Donnie Piper, surnommé affectueusement par ses camarades le vrai Popeye, était marin à Pearl Harbor en 1941. Avec son allure dure mais un cœur généreux, il était respecté et aimé de toute la Navy. Sa mission quotidienne, pêcher pour nourrir les hommes affamés sur la base. Il possédait un petit bateau, son refuge, où il s'asseyait souvent pour allumer son cigare et savourer une boîte d'épinards. Il appelait son secret de force. Pour lui, les épinards n'étaient pas qu'un repas, c'était une croyance, une promesse que, dans les moments les plus sombres, il lui donnerait la puissance de tenir bon. Ce matin de décembre, le destin frappa. Alors qu'il dégustait tranquillement ses épinards, Donnie aperçut un essaim d'avion plongeant au ras de l'eau. Le danger était imminent. Sans trembler, il alluma son cigare, la braise rougeoyant dans le vent, puis se mit à lancer ses boîtes d'épinards vers les hélices ennemies. La scène paraissait irréelle. 3 avions s'écrasèrent dans la mer, leurs pilotes abasourdis par cette contre-attaque aussi étrange qu'inattendue. Donnie, debout sur son frêle bateau, entouré de fumée et de boîtes cabossées, incarnait à lui seul l'audace et la folie des héros. Mais la tragédie ne tarda pas. Une torpille fendit l'océan et frappa son embarcation de plein fouet. En un instant, Donnie et son bateau disparurent dans une boule de feu, ne laissant derrière eux que des souvenirs. Ceux d'un marin courageux qui avait transformé de simples épinards en armes, et sa propre vie en légende. Si tu vois ça, homme, tu dois courir et ne jamais regarder en arrière. Dans la ville étrange de Blue Moon Bay, Massachusetts, il y avait un propriétaire de motel appelé Cletus Sanders. Son motel, autrefois animé par la vie, était maintenant dans la désolation, hanté par des rumeurs et par la présence troublante de Cletus lui-même. Les clients qui osaient s'enregistrer ne ressortaient jamais, disparaissant sans laisser de traces. Certains prétendent avoir vu des yeux scrutants à travers des trous secrets dans leur chambre. Cletus, autrefois connu comme un homme au grand cœur, subit une transformation drastique après avoir acquis le motel. Son apparence reflétait l'obscurité qui le consumait. Seuls les désespérés cherchaient refuge dans ces murs, ignorant les horreurs qui les attendaient. Une nuit fatidique, un voyageur fatigué prit refuge dans une des chambres du motel. Alors qu'il était allongé dans son lit, un bruit venant de dessous le réveilla en sursaut. La curiosité le poussa à regarder sous le lit, pour ne trouver que le sourire sinistre de Cletus le fixant. La panique saisit le visiteur alors qu'il fuyait, Cletus poursuivant dans le couloir faiblement éclairé. Hélas, le client devint une autre victime malheureuse. Ne sonnez jamais à la porte de cet homme. Dans la petite ville de Midnight Falls, dans le Michigan, vivait un vieil homme nommé Jebediah Jenkins. Sa maison lugubre donnait des frissons à quiconque la regardait. Un soir fatidique, un groupe d'amis intrépides décida de lui jouer un tour. Ils défièrent
Luke, un garçon courageux, de sonner à la porte puis de s'enfuir. La première tentative fut un succès. Le vieil homme sortit en hurlant, cherchant les coupables. Ragaillardis par leur triomphe, les amis osèrent demander à Luke de recommencer. Mais ils ignoraient que leur petit jeu innocent allait prendre une tournure terrifiante. Lorsque Luke appuya une seconde fois sur la sonnette, la porte d'entrée s'ouvrit lentement, d'un air sinistre. Avant que quiconque ne puisse réagir, la main osseuse du vieil homme surgit, attrapa Luke et claqua la porte d'un coup sec. La panique s'empara du reste du groupe. Ils s'enfuirent en voiture, tentant désespérément de joindre Luke, sans obtenir de réponse. Le lendemain matin, comprenant que quelque chose n'allait pas, ils revinrent et appelèrent la police. Les officiers arrivèrent devant la maison inquiétante. Personne ne répondit à la porte. Inquiets, ils décidèrent d'entrer et de fouiller. À l'intérieur, ils découvrirent une scène tout droit sortie d'un cauchemar. Ne jamais sonner à la porte de ce type. Partie 2. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison, ils ont été accueillis par un spectacle qui leur a donné des frissons dans le dos. La maison n'avait ni électricité, ni meubles, et elle semblait en désordre et abandonnée. Un silence inquiétant flottait dans l'air, jusqu'à ce qu'ils entendent des rires effrayants résonner de l'autre côté de la maison. La curiosité les a poussés vers la source du son, ce qui les a conduits à une porte. Avec des mains tremblantes, ils ont ouvert la porte pour découvrir un escalier sombre menant à un sous-sol. Les rires persistaient alors qu'ils descendaient les marches, devenant plus forts et plus inquiétants à chaque pas. Au bas de l'escalier, ils ont découvert Jebediah Jenkins assis sur un rocking chair face à une télévision cassée qui n'était même pas allumée. Il riait hystériquement devant les images inexistantes sur l'écran. Lorsque le faisceau de leur lampe torche l'a éclairé dans le sous-sol sombre, son rire s'est brusquement interrompu. Lentement, il a tourné la tête vers les policiers, un sourire glaçant se dessinant sur son visage. « Chut !» a-t-il chuchoté, sa voix emplie de folie. « C'est ma partie préférée. » Avec un mélange de peur et de détermination, les policiers lui ont demandé où se trouvait Luke. Jenkins a répondu sur un ton sinistre. « Si vous cherchez le garçon, vérifiez le congélateur. » accompagné d'un sourire diabolique qui a glacé leur sang.